Très bien, on est parti maintenant au cœur du problème, c'est-à-dire le théorème. Le théorème qu'on annonce depuis un moment, c'est que si on prend une conique munie d'un point E, qu'on fait cette construction de parallélisme avec l'opération sur la conique qu'on a construite, eh bien, on va avoir un groupe, d'accord? Ce sera un groupe, maintenant ce sera un groupe, eh bien, isomorphe à R+, si c'est une parabole, R étoile multiplie, si C est une hyperbole, et R sur Z, plus si C est une ellipse. Voilà, les trois opérations de notre enfance sont devenues les trois types de coniques d'une enfance encore plus lointaine, mais qu'on n'a pas eue, qui était plutôt l'enfance des mathématiques et les coniques de la Grèce antique. Maintenant, on va montrer ça. On a montré qu'on avait un groupe et on avait montré que on avait un groupe dans certaines situations. Donc j'ai mis ici à gauche les situations types. On sait que si on arrive à trouver un G dans GA2 qui envoie la conique sur une autre conique, alors c'est gagné, on va avoir un isomorphisme de groupe, donc là c'est bon. Et maintenant, dans un premier temps, je vais m'occuper juste du point E. C'est-à-dire que je regarde dans un premier temps le changement de point, tout en gardant la même conique, et ensuite, je regarde le changement de conique. Je pourrais juste m'intéresser au changement de conique dans un deuxième point. Changement de conique qui est déjà normalement au programme, qui fait partie des théorèmes phares du programme, comme corollaire du théorème de Sylvester, mais on reverra la preuve, parce que ça fait jamais de mal de revoir cette preuve-là. Donc pour l'instant, qu'est-ce qu'on a? On a un cercle, d'accord? On va avoir le cercle unité, muni du point 1, 0, et on veut montrer qu'on va avoir un G, petit g, qui va envoyer ce cercle muni du point 1, 0 sur le même cercle, donc x2 plus y2 égale 1, muni d'un point quelconque. D'accord? Je peux changer de point comme je veux, et ce point quelconque, je l'ai appelé cosinus θ, sinus θ. J'ai remarqué que jusqu'à présent, j'ai toujours utilisé comme paramétrisation la paramétrisation trigonométrique du cercle. C'est pas forcément... Bon, c'est pratique, c'est concis. Je pense que certains d'entre vous en voient les limites. C'est qu'on va devoir se limiter à l'analyse, c'est-à-dire on va devoir se limiter au cas réel. Si on veut aller sur des corps finis, si on veut aller sur Q même, la paramétrisation trigonométrique va être assez limitée. Il va falloir passer à une autre paramétrisation, vous connaissez certainement, avec des fractions rationnelles, 1 moins T2 sur 1 plus T2 et 2T sur 1 plus T2 pour ceux qui connaissent avec T dans R. Et ça, là, vous pouvez aller, vous avez votre passeport pour aller dans tous les corps possibles et tout va bien. Bien, alors, donc, est-ce que vous pouvez trouver une opération affine qui préserve le cercle unité et qui envoie le point 1, 0 vers cos θ, sin θ. Bon, comme on dit en géométrie algébrique, on ne va pas vous faire un dessin. C'est tout simplement la rotation d'angle θ. Ça que j'ai mis ici, vérifier. Ça va préserver, si vous ne le saviez pas et que vous voulez le vérifier par les calculs, ici, si vous avez x2 plus y2 égale 1, vous vérifiez que ça vérifie, si vous l'appelez x' et y', x'2 plus y'2 égale 1. Et ça envoie évidemment 1, 0 sur cos θ, sin θ. Voilà, donc là, ça c'est facile, c'est classique, c'est la fameuse rotation. Maintenant, on va avoir une hyperbole, donc d'équation xy égale 1, qui est quand même plus pratique que x2 moins y2 égale 1, il faut bien reconnaître.
et E égale 1, 1, qui est un point de l'hyperbole. Et là maintenant, je veux une transformation affine qui envoie mon hyperbole sur elle-même, mais qui envoie 1, 1 sur un point quelconque, ici, de l'hyperbole, que j'ai appelé petit e, e-1, forcément, si l'abscisse c'est petit e, et qu'on est sur l'hyperbole, ben, l'ordonnée c'est e-1. Et ben, qu'est-ce que c'est? Ben, regardez, hein, vous vérifiez que ex, e-1y fait l'affaire. Effectivement, si xy est égal à 1, alors le produit, ben, ça va faire encore xy, donc c'est 1, donc on reste sur l'hyperbole. C'est inversible, évidemment, c'est dans GA. Et puis, quoi d'autre? Ben oui, ça envoie 1, 1 sur E, E-1. Voilà. Maintenant, prenons la parabole, c'est y égale x2, avec le point particulier 0, 0. Maintenant, on veut faire glisser cette parabole, d'accord, par une opération affine, hein, on veut faire glisser, de sorte à ce que 0, 0, on garde la parabole, mais 0, 0, il s'envoie sur un point E. Alors, la parabole ici, la même parabole ici, 0, 0, là un point quelconque, que j'ai appelé E, E2, puisqu'on est sur cette courbe-là. Et là c'est un petit peu plus fin, donc ici on prend xy, on envoie x plus e, 2ex plus y plus e2, et ben est-ce que ça vérifie? Bon, 0, 0 va bien aller vers E, E2, et puis, est-ce que c'est bien, ça respecte bien la parabole? Ben, si petit y est égal à x2, maintenant quand je mets ça au carré, l'identité remarquable, le binôme nous donne qu'on va avoir x au carré plus 2ex plus e2. Donc x au carré c'est y, 2ex, le voilà, et plus e2. Donc on va rester avec, si y égale x2, alors lui, ce sera bien le carré de lui, et on a gagné. Ok. On a montré le premier point du théorème, c'est-à-dire qu'on pouvait jouer sur le point E. Maintenant, on va jouer sur la conique. Et ça, c'est normalement un théorème qui est au programme. Et on va quand même le regarder un petit peu. C'est la classification affine des coniques. C'est intéressant d'en voir la preuve, surtout si vous voulez bien dormir la veille d'un oral d'algèbre. Allons-y. D'abord, le théorème, il va dire ça, on prend une conique, donc la conique, elle est définie par une équation du second degré. ABC ne sont pas tous nuls, sinon ce ne serait pas du second degré, donc voilà. Et ça dit que si C est non dégénéré, alors on peut se ramener par un élément du groupe affine, c'est la classification affine des coniques, à une conique C0 avec G de C0 égale C, C0 étant soit, ben, vous avez vu, l'ellipse, bon là ici c'est le cercle, mais le cercle n'a pas vraiment de sens, puisqu'on n'a pas de métrique, on est en train de travailler en affine. Ici vous avez l'hyperbole, bon là j'ai pris l'hyperbole sous une forme pas quadratique, quoi, hein. C'est quand même souvent plus pratique, et la parabole. Voilà. On peut toujours se ramener à ça avec un élément du groupe affine. Voilà. Alors on va commencer à montrer cette classification. Je vous dis, c'est un théorème normalement sur le programme, c'est intéressant de le connaître. Ça découle de Sylvester, du théorème de Sylvester, c'est le corollaire principal de Sylvester, en tout cas pour les coniques. Alors, on va s'occuper de la partie quadratique qui est non nulle, hein, voilà, et on écrit ça sous cette forme-là. C'est la transposée du vecteur xy fois la matrice de la forme quadratique que vous avez ici, j'ai mis des b sur 2, et xy ici. Voilà. Donc maintenant, c'est ici que j'applique le théorème de Sylvester, avec des éléments epsilon x, epsilon y ici, c'est une forme de diagonalisation, si vous voulez, mais pour la congruence, avec une matrice P qui est dans GL2 de R. D'accord ? Et donc, je sais, d'après le théorème de Sylvester, qu'on a ça. Alors, epsilon x, epsilon y, selon la signature, epsilon x, ça va être 1 et epsilon y égale 1 si on a une signature 2, 0. Là, c'est si on a une signature 1, 1. Là, c'est si on a une signature 0, 2.
Ici, si on a une signature, un 0. Et là, si on a une signature 0, 1. Voilà, hein, donc ça c'est connu, hein, c'est le théorème de Sylvester. Et on n'a pas le cas 0, 0, parce que on a supposé cette forme quadratique non nulle. Donc maintenant, je m'arrange à mettre PXY transposé, PXY transposé. Donc je fais maintenant mon changement de variable. Tout le temps, je vais faire une série de changements de variables jusqu'à passer de ici à ici. C'est de la réduction, mais de la réduction dans un cadre quadratique. Allons-y. Là, qu'est-ce qu'on a obtenu? Maintenant, avec ce changement de variable, ça c'est x1, xy1, x1, y1, voilà. Et je vais utiliser de l'associativité, si vous regardez bien. Et ici, maintenant, j'ai fait disparaître le terme en xy, c'est-à-dire je n'ai gardé que les termes diagonaux. À quoi ça va me servir ici? Et bien maintenant, j'ai une nouvelle équation. Et cette nouvelle équation, c'est deux trinômes maintenant. Là, on avait un truc de degré 2 en deux variables. Là, on a deux trucs de degré 2 en une variable chacun. D'accord? Donc, on a fait de la séparation de variables, en quelque sorte. Voilà. Donc, voilà, on va continuer. Voilà. Maintenant, on va partir sur cette équation là qu'on a trouvée avec ces nouvelles variables qui dépendent de façon linéaire, donc forcément affine, hein, de x et y. Là, je me suis fixé x, epsilon x, epsilon y, c'est 1 ou moins 1 ou 0. Mais là maintenant, quitte à multiplier, puisqu'on a une équation, hein, on ne va pas s'en priver, on va multiplier par moins 1 si besoin est, et ça élimine des cas. On n'a plus que 3 cas, 1, 1, 1 moins 1 et 1, 0. Effectivement, les deux autres cas, moins 1, ça a disparu parce qu'on multiplie par moins 1, et moins 1, 0, ça a disparu aussi en multipliant par moins 1. C'est pratique. Et là maintenant, 3 cas, ça va bien correspondre à ce qu'on peut imaginer de parabole, hyperbole, la parabole, hyperbole et ellipse. Voilà. Alors pour l'instant, on n'a pas encore rencontré de problèmes de dégénérescence. C'est là maintenant qu'on va commencer à les rencontrer. Hein, on a dit qu'on allait les voir au fur et à mesure. Hein, donc on élaguera, hein, on ne le met pas, on l'a pas mis dans le théorème, hein, ces histoires de dégénérescence, mais on va élaguer les coniques dégénérés au fur et à mesure. Alors maintenant, premier cas. Si epsilon x et epsilon y est différent de 0. On a dit qu'on était tombé effectivement sur deux trinômes à une variable. Donc voilà un premier trinôme. Voilà. Et puis un deuxième trinôme. Puis après, bon, vous avez F1. Donc, c'est vrai à condition que epsilon y soit non nul. Si on est dans le cas où epsilon y est nul, ici, alors on a un trinôme plus un binôme. Bon, voilà, tant pis. Alors, maintenant, donc là, on est dans le cas où on a deux trinômes. Donc, deux trinômes, on sait faire. On a ce changement de variable qui maintenant n'est plus linéaire, il est affine, parce que, a priori en tout cas, ici, on a D1 et E1, pour faire disparaître les termes de degré 1, comme on a l'habitude de faire avec l'équation classique du second degré à une variable. Donc, avec ce changement de variable-là, si vous voulez, c'est la méthode de Gauss aussi, hein, vous avez ici, vous tombez sur cette équation, parce que les termes de degré 1 ont disparu. Donc ici, il reste une constante que j'ai appelée K. Hein. Vous remarquerez qu'à chaque fois, j'ai changé ici les coefficients, les noms des coefficients, c'est normal. Alors ici, on a ça. Alors maintenant, regardons le cas où on a un 1, ce qu'on appelle le produit scalaire. Hein. Alors, ça veut dire qu'on a x2 carré plus y2 carré est égal à K. Donc maintenant,
C'est là qu'on va jeter le cas dégénéré. Qu'est-ce qu'on a comme cas dégénéré? Si k égale 0, on n'a plus qu'un point, c'est dégénéré. Si k est négatif, on a l'ensemble vide, c'est dégénéré. Ici, on va prendre k strictement positif, ce qui nous permet d'avoir ce changement de variable-là, qui est bien un bon changement de variable, hein, c'est bijectif. Et là maintenant, en divisant par k, en rentrant ce qu'il faut, on retombe sur la bonne équation qu'on voulait, qui est ici. Donc celle-là, c'est fait. Maintenant, si on regarde le cas, on est toujours dans ce cas-là, mais on est dans ce sous-cas, 1 moins 1. Alors, on tombe là-dessus, et pour cette équation, x carré moins y carré égale k, si k égale 0, et par l'identité remarquable bien connue, c'est la réunion de deux droites pour k égale 0. La réunion de deux droites, on a dit qu'on ne voulait pas que la conique dégénère voilà, contiennent une droite. Hein, c'est contraire à notre construction, hein, où on prend une intersection de droite avec une conique et on veut affirmer que l'intersection, il y a bien deux points, quoi, ou un point double. Voilà. Et pas une infinité de points, ça ne peut pas être toute une droite. Alors, donc du coup, ce cas différent de 0, on le garde, et le cas égale 0, on le jette. Et on va pouvoir faire un nouveau changement de variable. x3, donc ici, comme ça se factorise, je vais mettre x3, c'est x2 moins y2 sur k, voilà, et y3, c'est x2 plus y2, comme ça, quand on a le produit sur k, ça va faire k sur k, ça va faire 1, et on tombe sur l'équation voulue. Maintenant, il ne reste que plus, donc ça, c'est fait, on va regarder, maintenant, on va se concentrer sur le cas 1,0. Bien. Il nous reste à voir juste un cas. Hein. On a obtenu avec les différentes formes du théorème de Sylvester le cas de l'ellipse, le cas de l'hyperbole, et il reste à voir le cas de la parabole. C'est ce qui se passe lorsque, alors j'ai remis ici l'équation qu'on avait obtenue avec le premier changement de variable. Ici, on va avoir le cas, on regarde le cas où epsilon x, epsilon y égale 1, 0. Bon, alors dans ce cas-là, on a un trinôme en x et un binôme maintenant, puisque ça c'est éliminé en y. Donc on tombe sur, maintenant, avec l'élimination habituelle dans le trinôme du terme du milieu, hein, donc qui est ici, y2 pour l'instant j'y touche pas, y1 j'y touche pas, y2 c'est égal à y1, et ici je tombe sur l'équation x2 carré plus e2y2 plus f2, c'est-à-dire que j'ai en fait éliminé cet objet-là. Voilà, j'ai ça. Maintenant, deux choses l'une, si e2 égale 0, alors si e2 égale 0, vous voyez, vous avez x2 carré égale f2, selon le signe de f, vous allez avoir de toute façon toujours des droites, soit des droites qui sont parallèles, soit une droite double ou droite parallèle, de toute façon, ou alors l'ensemble vide. De toute façon, c'est de la dégénérescence, donc on a dit qu'on élaguait ça au fur et à mesure, donc ça c'est un cas qu'on ne veut pas, on était tombé sur une conique dégénérée. Alors maintenant, si E2 est différent de 0, donc là maintenant je prends x3, je garde maintenant x2, donc x3 égale x2, et y3 c'est moins E2, Y2, moins F2, donc ce qui se passe quand je vais passer ça de l'autre côté, et là c'est encore un bon changement de variable, parce que E2 étant différent de 0, ça va être bien bijectif, et linéaire, ils sont affines, parce qu'il y a F2, et donc on va avoir X3 au carré égale Y3, et ça on l'a obtenu. Voilà, donc peut-être que là, en toute logique, on a terminé de montrer le théorème, mais peut-être qu'au milieu de tous ces calculs, il y a des gens qui seraient un petit peu perdus. Donc on va faire une récapitulation de ce qu'on a fait avec tous ces changements de variables. Et ça, voilà, on a terminé, mais c'est peut-être pas clair pour tout le monde qu'on a terminé. Qu'est-ce qu'on voulait montrer? On voulait montrer que si C est non dégénéré, alors il existe ce petit g qui est dans le groupe affine, donc c'est une bijection affine, qui envoie C0 sur C. C, c'est l'équation qu'on a ici, la conique d'équation qu'on a ici, et C0, c'est les coniques de forme normale. Voilà. Maintenant,
on va prendre petit h de R2 dans R2, qui a XY donne X3, Y3. Donc XY, c'est les coordonnées au départ. X3, Y3, eh ben, ça a été donné en 3 coups, hein, c'est-à-dire d'abord on a défini X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. À chaque fois, c'était des transformations affines inversibles, donc des bijections affines. Donc la composée de bijections affines, c'est des bijections affines, et donc c'est H. Et H, c'est une bijection affine. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a montré que si x et y vérifiaient cette équation, donc ça, alors x3, y3 vérifiait une de ces trois équations qu'on a appelées, finalement, globalement, on a appelé ça C0 selon les cas. Donc ça veut dire que xy appartient à C, implique h de xy appartient à C0. Le caractère bijectif de h fait que c'est réversible, hein, on peut renverser la vapeur, et maintenant ça nous fait que h de C, c'est exactement C0, ou si on préfère, en posant G, le G prévu ici, égal à h-1, et bien G de C0, c'est C, c'est exactement ce que l'on voulait. Donc, maintenant, si on doit faire la synthèse totale, on voulait partir d'une conique de forme normale avec un point de forme normale sur la conique, donc c'est-à-dire ces coniques-là, avec les points 1, 0, ici 1, 1, ici 0, 0, voilà. Et on veut aller vers une conique ici, quelconque, non dégénérée bien sûr, mais avec un point sur la conique. Alors, on commence à regarder comment G va envoyer C0 sur C, ça c'est ce qu'on a vu. Maintenant, on va regarder, on a un point E ici, on va regarder ici si on a un point E sur C, et maintenant G qui a été trouvé, et bien on va regarder C0 avec G-1 de E. Et lui, parce qu'on avait vu avant, on peut le ramener à C0 avec le point E0 de forme normale, ce qu'on avait dit 1, 0, 1, 1 ou 0, 0. Voilà, donc globalement, on arrive à faire tout ceci. J'ai quand même insisté sur la preuve qui est juste sur celle de la classification affine des coniques, parce que c'est quand même un standard qui n'est pas toujours bien connu de tout le monde. What's coming next? What's coming next? What's coming next? Coming next? What's coming next? What's coming next? What's coming next? On a terminé. Normalement, c'est fini. Mais il y a tellement de choses à dire. Je voulais faire ce petit filage en 2 vidéos, et puis on se laisse toujours emporter par le sujet. Là, on a résolu un problème, mais on n'a pas été à l'essentiel du problème. Qu'est-ce que c'est l'essentiel du problème et comment on l'a résolu? On l'a résolu en faisant dans un esprit, on va dire, cartésien. C'est-à-dire que on a un problème qui vient finalement de la géométrie, on prend un repère, on fait des transformations de changement de repère affines, là ici, et l'essentiel c'est de pouvoir transformer le problème de départ en un problème de calcul, et ensuite on résout ça par le calcul en changeant de repère. Voilà, donc là vraiment c'est l'esprit tout à fait des fils de Descartes. Mais voilà, on a quand même perdu quelque chose que les anciens avaient, hein, d'accord? Comme on dit, je ne pense
qu'en cartes. C'est la faute à Descartes. Et on va essayer maintenant de travailler à l'ancienne, hein, de bosser directement sur la bête, c'est-à-dire sur l'objet géométrique, sur la conique. Je vais travailler surtout sur des ellipses, mais on verra après que finalement travailler sur les ellipses, c'est finalement travailler sur n'importe quelle conique grâce au projectif. Alors, vous l'avez peut-être compris, mais là maintenant, on va être en hors-piste. Donc, on donnera des explications un peu plus sommaires, juste pour se fixer les idées. Et surtout, c'est du hors-programme. Ce n'est pas des choses qu'on va raconter le jour d'un oral de concours. Alors, on commence. Ce que je veux dire, c'est que on voulait donc ici c'est une ellipse, mais on pourra imaginer n'importe quelle conique, et on verra comment. On veut avoir une structure de groupe. Et cette structure de groupe se fait avec cette construction qui, au départ, est géométrique. Mais finalement, une structure de groupe, ça veut dire qu'on a une opération. Bon, on a vu qu'on avait bien une opération. Ensuite, élément neutre, élément symétrique, associativité. Alors, regardons déjà l'élément neutre. Ça, on l'a déjà vu, l'élément neutre. Hein. Mais disons que c'est un point E. Et pourquoi c'est l'élément neutre? Parce que si je prends un point A, ici, comment je fais pour avoir A étoile E, ou E étoile A, on a vu que c'est commutatif, et je trace la droite parallèle à EA et passant par E, mais ça, c'est la droite EA, tout simplement, et donc on tombe sur l'autre point que E, c'est le point A, donc ici on a ça. Maintenant, l'élément symétrique. Comment on fait pour avoir l'élément symétrique? Donc ici, on prend E, d'accord? Et on veut avoir, je vais le mettre ici, le symétrique de A. D'accord? Alors le symétrique de A, comment on fait? Eh bien, on va partir du résultat. Ce qu'on veut, c'est ici avoir la tangente à l'ellipse, en fait à la conique en E, et ici avoir la parallèle. Donc là, j'espère que ça va donner bien une parallèle, voilà, on va imaginer que c'est une parallèle, et ici, voilà A'. D'accord? Donc effectivement, si on fait A étoile A', qui est égal à A' étoile A, alors c'est la parallèle à A' passant par E, mais cette fois-ci, cette parallèle passant par E, c'est la tangente, et le deuxième point, c'est E lui-même, donc on a bien construit le symétrique. Donc, vous voyez. Et maintenant, on a fait l'élément neutre, l'élément symétrique, il reste l'associativité. Et généralement, l'associativité, c'est quand même quelque chose de difficile, déjà, point de vue combinatoire, c'est un peu plus compliqué. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut 3 points, plus le point E, donc 3 points ABC, plus le point E, et montrer que A étoile B, le tout étoile C, est égal à A étoile B étoile C. Voilà. Donc là, il va falloir réveiller les vieux démons de la géométrie. Bienvenue en géométrie. On a donc nos 4 points E, cet élément neutre, ABC sur l'ellipse. On cherche à construire le point A étoile B. A étoile B, on trace la parallèle à AB passant par E. Et B étoile C, on trace la parallèle à BC passant par E aussi. Maintenant, on veut montrer que A étoile B, le tout étoile C, est égal à A étoile, parenthèse, B étoile C. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on construit la parallèle à la droite qui joint A à B étoile C.
et passant par eux. Donc vous voyez, c'est la droite EF. Et on trace aussi la parallèle à la droite qui joint C à A étoile B et qui passe par E. On dit que c'est la droite EF aussi, puisque ce qu'on veut, c'est que F soit à la fois égal à A étoile B étoile C et A étoile B étoile C. À quelles conditions c'est le même point F? Ben, si ce sont les mêmes droites EF. Et donc, si les deux droites qui sont en caractère gras, donc A, B étoile C et C, A étoile B, sont parallèles. C'est ce qui permettra d'affirmer que la droite EF est bien la même, qu'on la construise à partir de la première droite et à partir de la seconde droite. Et donc on aura bien l'égalité voulue, c'est-à-dire l'associativité sur la conique que l'on pourra désormais appeler groupe. Regardons ce qu'on veut exactement. On veut, si on a deux parallèles ici sur une conique et deux autres parallèles noirs ici sur la conique, voilà, donc on a deux parallèles comme ceci. Alors, les points ici obtenus, là ici en traçant ces parallèles, eh bien, doivent être elles-mêmes parallèles. D'accord ? Vous tirez ici à partir de deux points, ici, deux parallèles. Ensuite, à partir de ce point commun et d'un troisième point, vous tirez deux autres parallèles. Ça va vous faire deux autres points. Et là, on veut deux parallèles aussi. C'est ce qui permettra d'avoir l'associativité. Donc, ceci, je vous l'avais dit, c'est un problème assez impliqué de géométrie qui s'appelle le théorème de l'hexagramme mystique de Pascal. C'est ça qu'on va voir là maintenant. Ok. Êtes-vous prêts pour le théorème de l'hexagramme mystique de Pascal? Je les ai appelés A, B, C, A', B', C'. D'accord? Ici, je prends l'intersection de A'B et de AB', je l'appelle P. Je prends l'intersection de B'C et de BC', je l'appelle Q. Et maintenant, je vais prendre l'intersection de A'C et de AC', c'est logique, et je l'appelle R. Eh bien, P, Q et R sont alignés. Voilà. Quel est le rapport avec ce qui nous intéresse? Nous, justement, il n'y avait pas d'intersection. C'est-à-dire, tout à l'heure, on avait deux parallèles, deux autres parallèles, et il fallait montrer que une autre paire de droites était une paire de droites parallèle. Mais parallèle, qu'est-ce que ça veut dire? Justement, c'est là qu'on va passer en projectif. C'est que l'intersection, elle est à l'infini. C'est-à-dire que le problème qu'on veut pour l'associativité de notre groupe, c'est que l'hexagramme mystique de Pascal, d'accord, dont on ne verra pas la preuve, juste, bon, voilà, hein, marche, ce théorème marche quand les points sont à l'infini. D'accord? Alors, ça, envoyer des points à l'infini, c'est toute l'affaire du projectif. Et c'est ça dont on va parler un petit peu là maintenant. Alors, je ne vais pas faire toute la théorie du projectif, j'ai juste donné quelques petites idées. En gros, vous êtes sur le plan R2, d'accord? On est en train de travailler sur le plan R2. Et dans R2, vous traitez des vecteurs X, Y que je vais noter en colonne. Ici, je vais les envoyer dans R3 pour pouvoir parler ici de points à l'infini. Alors, pas tout à fait ici, vous allez voir. Ici, je vais envoyer XY sur juste XY1. C'est-à-dire je rajoute une coordonnée, donc une coordonnée supplémentaire, hein, excédentaire, qui vaut juste 1. Donc ici, j'identifie
complètement R2 avec une partie de R3, en fait un hyperplan, un plan hein, dans R3. Mais maintenant, l'infini va être vu comme ceci, c'est-à-dire que maintenant je vais l'identifier grâce aux structures quotients d'ailleurs, à l'ensemble des droites engendrées par ceci. Donc Zx, Zy, Z. D'accord ? Voilà. Donc si on veut faire un dessin, hein, d'accord, on a ici notre plan R2 qu'on va identifier dans R3 en Z égale 1. D'accord ? Voilà, Z égale 1. Maintenant, ici, on a 0, 0. Là, on a un point, donc XY. Donc là, on a 0, 0. Là, ici, on a le point XY 1. Et on va regarder ce point-là, le point qui nous intéresse, on va le voir comme une droite, ici, une droite engendrée. Et maintenant, on prolonge. En fait, on voit que ici, les points que l'on n'aura pas obtenus de cette manière-là sont... Donc ici, c'est une droite. Donc les points ici vont être identifiés à des droites vectorielles. Et les droites que l'on n'aura pas obtenues par ce moyen-là sont les droites qui sont dans le plan Z égale 0. D'accord ? Donc ici, quand on va faire Z égale 0, ça va correspondre, selon la théorie du projectif, c'est ce qui va correspondre au point à l'infini. Et maintenant, ça veut dire qu'il va y avoir un ensemble x, y, 0, ici, qui ne peut pas être obtenu par ce moyen-là, mais en regardant la droite et en faisant z égale 0, on va récupérer ici, mais pas dans R2, hein, dans un complété en quelque sorte de R2, ce qu'on appelle la droite à l'infini. Pourquoi la droite à l'infini ? Parce que ça va être un plan dans R3, et quand on revient dans R2, quand on déshomogénéise, on obtient une droite. C'est ce qu'on appelle la droite à l'infini, z égale 0. Alors on va illustrer ça tout de suite pour que ce soit un peu plus compréhensible, parce que là, ça donne l'impression d'être un peu spéculatif. Alors je vais le dire autrement et on va regarder des exemples. Donc en gros, R2, d'accord, le plan affine R2, je l'injecte dans R3 en rajoutant une coordonnée égale à 1. Bon. Maintenant, évidemment, faisant ça, je me prive de 0, 0, 0. Et maintenant, je vais homogénéiser, c'est-à-dire que je vais quotienter par la relation d'équivalence où x, y, z est équivalent à lambda x, lambda y, lambda z, c'est-à-dire les droites vectorielles, c'est-à-dire deux éléments sur la même droite vectorielle qui sont proportionnels, je vais dire qu'ils sont équivalents. Et là maintenant, là-dedans, où j'ai injecté mon plan affine, je vais récupérer dans cet objet qui est un peu plus riche que celui-ci. Pourquoi il est plus riche ? Parce qu'il a un hyperplan ici, z égale 0, dans lequel je vais récupérer ce que j'appelle les points infinis à l'infini de R2. Alors je donne tout de suite un exemple, parce que c'est vraiment la perspective. Regardez, vous prenez la bonne vieille droite y égale ax plus b. Donc ça, c'est ax plus b. Comment on fait ? Eh bien, oui, on se le demande. Donc ici, comment on fait ? On a y, z, j'homogénise, donc je multiplie par z, ici, égale axz plus bz. Donc maintenant, je vais faire un changement de variable avec y' égale ax' plus bz'. Alors y', d'accord, c'est ça, x' c'est ça, et z' c'est z, hein, z' c'est z. Donc voilà, maintenant j'ai homogénéisé, mais maintenant je me retrouve là-dedans
dans R3. Et maintenant, je veux récupérer le point à l'infini de ma droite. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est y' égale à x', parce que j'ai regardé ça en z' égale 0. Ça veut dire que c'est y égale à x, hein, moralement. Donc, toutes les droites, au niveau point, qu'est-ce que ça va être? X', on va prendre 1, y', ça va être a, et z', ça va être 0. Voilà. Donc, eh ben, vous voyez les points à l'infini, qu'est-ce que c'est? Vous avez 1, a, 0. Alors, j'aurais pu prendre la droite verticale x égale constante, hein, x égale b, par exemple. Donc ça, c'est la droite verticale. Là, je serais tombé sur 0, 1, 0. Voilà. Et donc, l'ensemble de ces points-là, d'accord, attention, hein, il y a une relation d'équivalence, mais comme j'ai mis un 1 ici et un ici, j'ai des bons représentants. Et ici, ça va être ma droite à l'infini. Et donc, des droites ici, donc je fais varier B, donc je vais obtenir des droites qui sont parallèles, mais la vision projective avec les points à l'infini, c'est qu'ils vont, quand B varie, ça va correspondre à le même point à l'infini, d'accord? Donc, elles vont s'intersecter. C'est quand on dit que les parallèles se coupent en l'infini, eh ben, elles vont toutes s'intersecter en mon point, ici, 1 à 0, qui va être ici, que l'on ne peut pas voir parce qu'il est là-dedans, il n'est pas là-dedans, il est là-dedans, et c'est comme ça qu'on l'imagine. Donc, toutes ces droites-là s'intersectent en ce point, quand on prend z' ici égale à 0. Et maintenant, le projectif va nous dire que les trois coniques que l'on avait, parabole, ellipse, hyperbole, eh bien, elles sont équivalentes en quelque sorte, hein, dans le monde du projectif. Regardez, prenons déjà l'ellipse. D'accord? Qu'est-ce qu'elle devient dans le monde du projectif? Ça devient x2 plus y2, je ne mets plus des primes, hein, j'homogénéise directement, est égal à z2. Donc je passe le z de l'autre côté. Voilà. Ce qui me permet de récupérer un point à l'infini, des points à l'infini. Ici, je fais z égale 0. D'accord? Ce qui va me donner x2 plus y2 égale 0. Ah, et ben ça fait x égale 0, y égale 0. Ah, là, ça ne marche pas, parce qu'on avait enlevé ce point-là. Donc, il n'a pas de point à l'infini. Ben, c'est bien ce qu'on imaginait, une ellipse n'a pas de point à l'infini. L'hyperbole, x2 moins y2 égale 1. Ben, ça fait x2 moins y2 moins z2 égale 0. Ici, quand on homogénise, mais je multiplie par moins 1, donc ici je mets plus, plus, et regardez, Sylvester nous dit que ça a une signature de 1, voilà la signature, ici on a une signature de 1 aussi, donc c'est équivalent. Donc ça veut dire qu'une hyperbole, c'est finalement à l'infini une ellipse. Vous voyez, ces deux branches d'hyperbole, elles se réunissent en fait en deux points pour former, pour aller former une ellipse. Mais ça nous était caché parce qu'on n'avait pas la vision du projectif. Voilà, et c'était l'infini. Maintenant, encore mieux, la parabole. Prenons y égale x2. Donc on va homogénéiser. Donc pareil, hein, je vous dispense des primes, des machins. On fait directement le changement de variable. Donc ça va faire x2 moins yz égale 0. Voilà. Et ça, si vous faites la méthode de Gauss là-dessus, vous voyez que, encore une fois, c'est de signature de 1. Ce qui veut dire que parabole et ellipse, comme vous le voyez sur le dessin, c'est la même chose en projectif. Alors regardons mieux. Les droites verticales sur le dessin de gauche sont des parallèles à l'axe des Y. Donc sur le dessin de droite, c'est droite verticale.
qui ont pour équation x égale cz en homogénéisant se croisent toutes en x égale 0 sur la droite à l'infini qui est symbolisée comme une horizontale z égale 0. Donc regardez bien, hein, elles se rejoignent toutes ces verticales et maintenant en ce point on voit que la parabole elle va être tangente à la droite à l'infini z égale 0 que vous voyez là. Regardez, vous faites x égale y égale x2. En projectif, donc ça donne x2 égale yz, on homogénéise, et à l'infini, ben, on pose z égale 0, ce qui va nous donner x2 égale 0. Donc on a un point double x égale 0 qui a un point double en z égale 0. Et voilà, pour finir, notre parabole est devenue une ellipse tangente à la droite en l'infini, au point où toutes les verticales se rejoignent. Et maintenant, on revient sur notre hexagramme mystique de Pascal. Et oui, on va y revenir aussi. Oui, tes boîtes aussi. Votre chaton est plein de Alors, vie, et sa qu'est-ce quizquette qui se l'a passe? compris. On avait dit que quand on a A'B inter AB', c'est un point P, B'C, BC', c'est un point Q, A'C, AC', c'est un point R, alors les trois points sont alignés. Ben oui, maintenant, avec cette vision du projectif, P, je l'envoie à l'infini, ça veut dire, c'est une façon de dire A'B est parallèle à AB', Q, je l'envoie à l'infini, ça veut dire que A'C et B'C sont parallèles. Donc maintenant, ces points P et Q sont sur la droite dont on avait parlé tout à l'heure, la droite de l'infini, d'accord? Donc c'est la droite des éléments, vous allez avoir dedans donc 1A, 0, ou alors de la forme 0, 1, 0, où A parcourt R. Donc ça forme une droite. C'est ce qu'on appelle donc l'hyperplan en fait à l'infini, donc en général, donc c'est z égale 0. Donc voilà, donc ils ont en commun que z est égal à 0. Et maintenant R, on sait qu'il est aligné avec P et Q. Ça veut dire que finalement, comme on a les points P et Q sur cette droite, R qui est sur cette droite aussi, il va être encore sur z égale 0, donc il va être à l'infini, ce qui signifie exactement ce qu'on voulait, c'est-à-dire que A'C et AC' sont parallèles. Voilà. Et c'était ça dont on avait besoin pour avoir l'associativité de notre structure de groupe, ce qui achève déjà cette partie géométrique de la structure de groupe sur une commune.